de Vivien, donc il va nous entretenir sur le basketball du côté de l'Océanie. Hein. Alors tu es prêt? Je prépare ton jingle, donc ça va durer quelques secondes et je vais t'introduire. Tu es chaud? Ah, on est chaud, c'est parti. Allez, c'est parti pour le jingle de Vivien et allez au café en direct sur Radio Off Basket. Je lance le jingle. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, c'est parti donc pour la rubrique Allez au café, la rubrique de Vivien sur Radio Off Basket, sur votre émission Flash Basket. À toi la passe à l'intérieur, Vivien, à toi la rubrique. Alors, donc je vais vous emmener un petit peu ce soir. On va aller très très loin, on va s'intéresser au basket en Océanie. Pourquoi? Parce que, pour commencer, si on est pratique, on est très près de Rio 2016 et notamment chez les hommes, on aura dans le groupe A l'Australie à jouer. Donc ce qui est intéressant dans ce basket en Océanie, c'est que je trouve que c'est une très belle photographie de l'état du basket actuel. Alors on va commencer par une première partie, on va faire un historique assez rapide. Donc pour présenter un petit peu, donc on a eu la fédération donc FIBA Océanie qui a été créée en 1969. On a actuellement 21 équipes nationales. Donc les deux plus connues ce sont donc l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors je sais que quand je cite Nouvelle-Zélande, beaucoup pensent à Steven. Voilà, on pense au rugby et on va dire depuis ces playoffs aussi, certains vont me citer Steven Adams et comment Draymond Green a joué avec ses parties intimes. Mais finalement, c'est en fait ce qui est surprenant dans cette partie du monde, c'est qu'il y a beaucoup de pays. Donc je citais les Samoa, la Nouvelle-Calédonie, les Fidji, et c'est que tous ces pays ont des championnats locaux. Mais ce qui se passe, et c'est la chose incroyable, c'est que quand l'Océanie organise par exemple un tournoi continental, ce qui se passe c'est qu'il n'y a en fait que deux équipes qui jouent. Et tous les tournois continentaux se jouent à chaque fois dans des matchs à aller-retour entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et par exemple en 2015 pardon, on a eu un tournoi continental comme ça, et donc l'Australie a battu deux fois la Nouvelle-Zélande, et chez les hommes et chez les femmes. Et ce qui se passait, c'est que le vainqueur était donc champion d'Océanie, et en plus, le vainqueur avait un billet direct pour Rio. Et le perdant, à chaque fois, s'est retrouvé au tournoi de qualification olympique. Donc dans les deux cas, on a eu la Nouvelle-Zélande chez les hommes. Chez les hommes, la Nouvelle-Zélande... Donc là, on entend un petit cri, le futur AK de ton fils. Donc la Nouvelle-Zélande chez les hommes, ils se sont retrouvés dans notre TQ avec nous les Français, donc ils sont battus en demi-finale. Et chez les femmes, la Nouvelle-Zélande, elles ont fait le TQ à Nantes et ça s'est pas très bien passé non plus. Elles ont perdu en quart de finale, voilà, elles ont pas pu accrocher une des places. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a une fédération qui a 21 équipes, mais quand ils organisent des tournois, ils ont que deux équipes et on voit qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à développer finalement le basket, parce que dans les autres pays, ils ont beaucoup de sélections, ce qu'on appelle en jeunes, en U16, en U17, en U18. Mais on a vraiment un souci au niveau de l'engouement. Et si on prend au niveau des chiffres, on pourrait dire que par exemple, l'Australie, c'est à peu près 24 millions de personnes. La Nouvelle-Zélande, c'est à peu près 4 millions de personnes, 4-5. Sur la démographie, et en termes, on est autour de centaines de milliers. Et ce qui est même incroyable, c'est qu'aujourd'hui, même en termes de chiffres, la FIBA est incapable de nous donner des chiffres précis. On dirait vraiment certains championnats africains d'il y a 20 ou 30 ans, et on est incapable d'avoir des chiffres précis. Mais pourtant, le paradoxe, c'est que
on a 21 nations, on a 2 équipes qui sont seulement autorisées à disputer des championnats continentaux, mais par contre, on a ce qu'on appelle beaucoup de stars et de personnes qui émergent de ce continent. Alors, pour présenter un petit peu comment ça fonctionne, alors peut-être avant de présenter, je vais peut-être repasser la parole quelques minutes en te demandant qu'est-ce que toi, ça t'évoque comme ça, la FIBA Océanie et le basket de ce continent-là. Peut-être avant de continuer, j'allais te poser cette question. Qu'est-ce que ça t'évoque comme ça avant de continuer Oui, j'allais te demander du coup qu'est-ce que ça t'évoque le basket en Océanie du coup après cette petite introduction. Alors oui, le basket en Océanie, c'est très intéressant. L'Australie, je connais un petit peu parce que l'Australie, on a, dans le cadre notamment des préparations liées à l'équipe nationale de mon pays d'origine, le Cameroun, hein, on a eu l'occasion de rencontrer l'Australie plusieurs fois en match de préparation. Hein, je rappelle l'année dernière, parce que je sais que l'Australie, non, c'est pas l'Australie, c'est la Nouvelle-Zélande, pardon. Ouais. La Nouvelle-Zélande participe souvent au tournoi qu'on appelle le tournoi de Chine. Exact. Voilà, le tournoi de Chine, et notamment, pardon, je me souviens qu'en 2015 ou c'était en 2014, en 2015, on avait joué, notamment le Cameroun avait joué contre la Nouvelle-Zélande et il les avait battus. Donc bon, ça c'était juste un match de préparation, hein. Mais concernant l'Australie, je sais que l'Australie, hein, avec 2 joueurs NBA bien connus, hein, Dellavedova et Andrew Bogut, hein, c'est une nation intéressante à voir jouer, mais par contre pour ce qu'on attend d'eux pour les jeux, moi personnellement, hein, j'ai beaucoup de mal à les voir sortir du lot. Hein, tu as un peu vu ce qu'on a vu, tu as un peu regardé les groupes, hein, le groupe A et le groupe B au niveau des jeux. C'est quand même des équipes très très costaudes, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à les voir sortir du lot, hein. Alors, c'est un petit peu. C'est quoi j'allais un petit peu. Je vais continuer un petit peu parce que justement, je vais aborder un petit peu cette partie-là. Donc, avant de parler d'échanges de Rio, je vais un petit peu présenter rapidement quelques joueurs emblématiques. Alors, on a actuellement, on a comme ce que j'appelle comme star, on a notamment Patty Mills qui est donc le backup de Tony Parker à San Antonio. Ouais. Patty Mills, c'est peut-être chez les hommes, c'est peut-être, je dirais, l'une des premières stars australiennes qui a été championne NBA tout simplement, parce qu'on a eu on a eu Andrew Bogut qui du coup a été champion l'année suivante avec Golden State. Avec Golden State, ouais. Mais je dirais que Patty Mills, voilà, on a peut-être actuellement la meilleure génération. On a aussi Aaron Baines, mais lui, il avait un rôle beaucoup plus mineur à San Antonio. On a qui d'autre comme joueur intéressant? On a au Maccabi, on a à Lasvel, donc le club dirigé par Tony Parker, on a un joueur qui s'appelle, je retrouve son nom en même temps. Ouais, vas-y. Oui, David Anderson, voilà, c'était le nom de famille qui m'échappe un petit peu, voilà, qui a un intérieur assez intéressant, assez polyvalent, qui a beaucoup notamment contribué en proie au succès de Lasvel contre Strasbourg. Voilà, on a quelques joueurs, je pourrais citer Cameron Berstow qui est à Chicago, il y a Dante Exum qui fait un peu plus de bruit à Utah. Oui, lui il est bon, lui, hein, Dante Exum. Voilà. Et puis on a le fameux qui appelle le Curry Stopper, c'est comme on appelle aux États-Unis, Mathieu Dellavedova. Alors c'est celui qu'on appelle le Curry Stopper. Donc lui, lui finalement, il fait c'est un genre débrouillard que je trouve pas spécialement hyper talentueux, mais qui est un très bon guerrier. Et finalement dans le basket que ce soit australien ou néo-Z, un petit peu l'Océanie, c'est un petit peu cette mentalité-là, c'est que on a beaucoup de fighting spirit, un petit peu comme les Aussies et les All Blacks au rugby, et ils misent beaucoup sur ça plutôt que sur le talent purement basket. Maintenant, on a aussi Steven Adams qui a fait deux entrées assez correctes avec OKC en playoff. Lui, je pense que Adams, faut pas oublier qu'il a 23 ans, donc je pense qu'il
qui peut vraiment devenir un joueur assez intéressant en NBA. Je pense qu'il va passer des caps d'ici 1 ou 2 ans, donc ça c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Et on va maintenant parler du coup des femmes, des joueuses. Et là par contre, on a des joueuses de niveau beaucoup plus intéressantes, parce que pour présenter un petit peu, c'est que quand on pense à l'Australie, on a souvent l'équipe masculine qui va souvent ce que j'appelle en quart de finale des JO. Là, cette année, elle ira peut-être comme ça, mais chez les femmes, c'est vraiment l'inverse que l'Australie. Et pourtant, c'est un petit pays, ils sont formés pareil, mais les femmes, elles sont très très souvent sur le podium. À Londres, elles avaient fait médaille de bronze, elles avaient perdu contre les États-Unis en demi-finale. À Pékin, elles sont finalistes. Et elles ont même été championnes du monde en 2006. Et en 2006, elles ont battu Team USA. Ah donc, oui, quand même. Ah oui, et chez les femmes, c'est vraiment l'inverse, parce qu'on a vraiment une équipe australienne qui bat très souvent les États-Unis. Et si on pense à nous, la France, par exemple. Donc elle peut battre la France aussi. Ah ben là, clairement... clairement au-dessus, quoi. Clairement, l'Australie, ce sera... Chez les femmes, c'est vraiment pas une équipe à négliger. Et on a une joueuse qui joue à Phoenix Mercury, qui s'appelle Penny Taylor, qui a été All-Star, qui a fait beaucoup de saisons WNBA. Là, elle est dans sa dernière saison parce qu'elle a plus de 30 ans, mais ça a été vraiment... Là, elle a même 35 ans, voilà, elle a fait vraiment 15 ans de très très haut niveau en WNBA, puis même en Europe, elle a gagné pas mal de choses. Ouais. Et puis, on a ce que... Si on parle de basket en Océanie, on a ce que j'appelle la légende. Alors la légende, c'est une joueuse qui s'appelle Lauren Jackson. Alors pour présenter un petit peu Lauren Jackson, c'est une pivot qui a pris sa retraite donc cet été. Et si je devais parler un petit peu de son jeu, je dirais qu'elle me fait vraiment penser un petit peu à Tim Duncan. Alors elle fait 1m96, donc chez les femmes quand on fait 1m96, souvent on est soit ailier fort, soit pivot. Mais c'était vraiment une espèce de joueuse vraiment au sang-froid qui enchaînait jeu de haut panier, mi-distance, qui a fait vraiment une très 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 grosse carrière en WNBA. Elle a été draftée en 2001 vraiment très très haut. Et elle a été 2 fois championne WNBA. Elle a gagné aussi beaucoup de titres en Europe. Elle a gagné des Euroleague. On peut dire que vraiment, si on devait classer cette joueuse pour les joueurs, moi je la mettrais dans le top 10 pour moi des meilleures joueuses de tous les temps. Ah oui. Donc c'est pour classer ce personnage. Et elle a été, en fait, elle a été à chaque fois vice-championne olympique en 2000, 2004, 2008 et à chaque fois les États-Unis leur ont souvent barré sa route. Mais voilà, en tout cas, elle a vraiment eu un très très beau palmarès. Puis elle a eu ce titre en 2006. Voilà, c'est la seule fois elle a pu battre les États-Unis. La seule fois elle a pu battre un petit peu Lisa Leslie, qui était un petit peu sa rivale. Mais en tout cas, c'est vraiment un énorme mythe et on peut vraiment dire qu'elle va manquer au basket féminin comme Tim Duncan va manquer en NBA. Ouais. Et maintenant, on va passer du coup à Rio. Alors pour présenter du coup les chances, donc là l'Océanie ça va se réduire à l'Australie parce que c'est l'Australie, ouais. Donc dans le groupe A, je pense que je m'attends à voir cette équipe. C'est dur parce que en plus il y a France, Serbie, États-Unis. On va rappeler, on rappelle très rapidement le groupe A où se trouve l'Australie. Donc on a la France, les États-Unis, le Venezuela, la Serbie, la Chine et enfin l'Australie. Exact. Dans ce groupe A, sachant que ce sont les 4 premiers qui se qualifient, si on met le trio, je vois bien l'Australie accrocher peut-être une 4e place. Mais du coup, je pense que ce sera compliqué en quart de finale s'il faut croiser avec de l'autre poule, avec l'Espagne. Donc voilà, je m'attends chez les hommes à voir cette équipe tomber en quart. Chez les femmes, on a donc cette immense légende Lauren Jackson qui sera pas là cette année, mais je pense que même sans elle, l'équipe d'Australie, je la vois bien aller en demi-finale et voilà, être concurrente pour jouer une place pour le podium. Et sachant que nous, en France, on a perdu Céline Dumerc et ça risque d'être... Oui, malheureusement, c'est la nouvelle qui est tombée là, ouais. Voilà, sans Dumerc, on va peut-être sortir du podium et ce sera peut-être les filles qui vont... Les Australiennes qui vont accrocher encore une fois l'argent ou le bronze. Je pense que les États-Unis, notamment chez les filles, risquent d'être vraiment, vraiment au-dessus.
Et chez les hommes aussi, mais voilà. Mais en tout cas, je dirais vraiment que dans les deux cas, on sait jamais. Et même chez les hommes, on peut vraiment voir l'Australie sortir quelque chose et les retrouver en demi-finale. Donc en tout cas, ce sera vraiment deux belles équipes à suivre. Alors, je te coupe pas, mais là, j'ai le calendrier des matchs de l'Australie là. Ouais, c'est bien de rappeler aux auditeurs notamment. Il commence le samedi demain. Il commence demain contre la France. Déjà contre la France, bon, c'est vrai que tu vas être chauvin, tu vas donner la victoire à la France. Oui, ben là, je vais être assez chauvin, mais non, mais honnêtement, faut faire vraiment très attention parce que Patty Mills, c'est un excellent shooter et avec la ligne FIBA qui est vraiment beaucoup plus proche, c'est le type de joueur qui dans un match. Puis, je sais pas si prendre feu. Par exemple, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de meneurs qui aiment bien se coltiner par cœur dans les matchs FIBA et je pense que ça va être, il va avoir envie de lui rendre un petit peu. De lui rendre l'appareil, ouais. Voilà, sachant que qu'il est son remplaçant à San Antonio, donc honnêtement, ça va être un gros match. Hein, voilà, donc et après il joue lundi contre la Serbie. Comment est-ce que tu vois le match contre la Serbie? Australie-Serbie. Bah, les Serbes, c'est pas un morceau facile à bouffer. Pour moi, si la Serbie est à son niveau avec Teodosic et tous leurs joueurs, pour moi, la Serbie restera quand même au-dessus, mais on sait jamais. Enfin, c'est vrai que les Serbes, parfois, ils peuvent avoir un jour où ils sont un petit peu moins bien au niveau de l'adresse, mais je vois quand même. On rappelle que la Serbie, ils étaient demi-finalistes de l'Euro 2015. Ils étaient demi-finalistes. Exact, mais ils se sont fait un petit peu surprendre par la Lituanie. Lituanie, ouais. Voilà, ils sont peut-être arrivés trop confiants, mais la Serbie au jeu, en tout cas, c'est vraiment pas bon à prendre. Et le troisième match, c'est contre les États-Unis. Hein. C'est clair que là, on s'est rebouffé. Australie, États-Unis. Mercredi. En toute logique, on s'attend, tout le monde s'attend à prendre plus 20 contre les USA, mais bon, on sait jamais. Et après les USA, ils attaquent la Chine. Vendredi. Exact. Je crois que contre la Chine, il y a moyen. Après la Chine, le problème de la Chine, c'est qu'ils ont souvent des bons intérieurs, mais qu'il leur manque un bon meneur. Ils ont il était en NBA il y a quelques années. Ils ont des bons intérieurs, mais à la main, c'est ce qui leur permet. Est-ce que Jérémy Lin est dans le? Je sais pas si Jérémy Lin est dans le roster. Est-ce qu'il est? Il a la nationalité chinoise ou il est américain? Je sais. Jérémy Lin. Oui, bien sûr, l'Insanity. Non, moi je l'ai pas vu dans le roster. Dans le roster, je l'ai pas vu non plus. Non. Bah, en plus, il a la nationalité américaine. Il a la nationalité américaine, d'accord. Et il est aussi, en fait, il est d'origine taïwanaise. D'accord, oui, c'est pas chinois, oui, c'est vrai. Ouais, contrairement à ce que beaucoup. C'est vrai que moi je pensais qu'il était chinois. Moi c'est vrai qu'on le pense tous, mais en fait non, il est d'origine taïwanaise. Il est de Taïwan, d'accord. On rappelle que Jérémy Lin a signé un nouveau contrat avec les Brooklyn Nets pour la saison prochaine. Alors après la Chine, l'Australie attaquera le Venezuela le dimanche 14 août. Je crois que ce sera son dernier match de poule, ce sera contre le Venezuela. Sans manquer de respect au Venezuela, je pense que le Venezuela risque de prendre 5 défaites et je pense que le Venezuela va pouvoir plus se balader sur les plages de Rio. Je te rappelle quand même que le Venezuela, ils ont quand même battu l'Argentine au tournoi des Amériques. Ils sont champions des Amériques 2015, le Venezuela. C'est pas facile non plus. C'est pas ça, mais je pense que honnêtement dans ce groupe, en tout cas, il n'y aura pas de match facile. C'est vrai. Alors, je pense que je m'attends pour eux, malheureusement, à 5 défaites et un retour au pays très prématuré. C'est vrai que ça va pas être facile pour eux, mais c'est intéressant d'en apprendre un peu plus sur cette sélection. Donc, vas-y, tu peux continuer, je te coupe pas. Voilà, en tout cas, maintenant, on va un petit peu présenter les enjeux. Chez les filles, on va peut-être rappeler le groupe rapidement. On a un groupe avec la France, le Japon, le Brésil, l'Australie, le Bélarus et la Turquie. Alors là, chez les filles, pour le coup, chez les filles, c'est bizarre parce que je trouve ça très très ouvert comme groupe et si je m'attends vraiment à voir l'Australie dans les 2 premières. En tout cas, là, si je devais me miser comme pronostic, voilà. Et puis en tout cas, ce qui est bien, comme je me mouille, c'est que
Je sais que si ça se passe mal, les auditeurs et tous les amis vont du te le rappeler. voilà, vont pouvoir me sauter à la gorge, mais voilà, ça va être mon pronostic. Chez les filles, je les vois aller assez loin et pourquoi pas une finale cette année USA-Australie même. Même si malgré le départ en retraite de la légende, je m'attends vraiment, c'est une équipe très très solide et voilà. Et avant de passer à la suite, donc il nous reste deux points rapides pour conclure un petit peu cette partie. Alors il y a un petit point jeune pour présenter un petit peu. C'est que en jeune, là récemment, on avait eu un championnat du monde U17 et l'Australie a été l'équipe qui a réussi à battre les Américaines. Et c'est un petit peu pareil, c'est que... Il y a U19, hein, tu précises bien. U17, pardon, je me suis mal exprimé. U17, pardon. U17, alors, d'accord. Et c'est un petit peu pareil, c'est que l'Australie a vraiment mis en place une académie de basket qui un petit peu... Ça ressemblerait un petit peu à l'INSEP chez nous. Et je vais retrouver le nom de cet institut et finalement ça leur permet de sortir de pas mal de joueuses alors que l'Australie au final là-bas le basket c'est vraiment un sport de 3e ou 4e zone, mais ce qu'ils ont fait, ils ont un Australian Institute of Sport qui leur permet de sortir des joueuses et là on aura encore des joueuses au niveau de la formation ils sont bien quoi. Oui, au niveau de la formation, c'est ça, c'est qu'au final, en Australie, il y a très peu d'engouement. On a même un championnat national avec 8 équipes, 8 chez les femmes et 10 chez les hommes, donc finalement, il n'y a pas beaucoup de monde, mais on voit que l'engouement prend chez le peu de joueuses et finalement, on a quelques joueuses à suivre. Alors, on va faire un petit point pour parler rapidement du handi-basket, parce que le handi-basket, c'est quelque chose qui sera donc présent à Rio, même si ce sera en 3 semaines. Et chez le handi-basket, c'est un peu pareil, c'est que l'Australie est vraiment très 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 présente au niveau des résultats. Ils sont, pour présenter un petit peu, on va dire par exemple chez les hommes, ils ont par exemple été champions en 96 à Atlanta. Ils ont qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont eu une médaille d'argent en 2004 à Athènes, ils ont eu la médaille d'or en 2008, ils ont eu encore la médaille d'argent à Londres, donc ils sont vraiment très très souvent médaillés. Et ils ont été aussi champions du monde 2014. Donc là c'est en basket chez les hommes on parle d'IWBF, voilà, c'est notre organisation, c'est pas. Donc ils ont été champions du monde entier, donc ils arrivent vraiment avec une équipe capable de faire du très très mal. Oui, vraiment. Il y a quelques noms, on va citer Bill Latham ou Sean Norris, voilà, quelques noms comme ça. Chez les femmes, c'est un petit peu du même acabit, c'est-à-dire qu'à Londres, elles ont fait médaille d'argent. À Pékin, elles ont été médailles de bronze. Donc à chaque fois, elles sont très très souvent sur la boîte, comme on dit, et elles sont vraiment. On s'attend vraiment à ce qu'elles nous sortent des très très beaux JO. Donc en fait, ce qu'on se rend compte depuis le début de cette chronique, c'est qu'au final, le basket en Océanie a que 2 nations. Est-ce que ces 2 nations font beaucoup plus de résultats que déjà nous, la France, et à la limite, j'ai presque envie de dire que si on écarte l'exemple espagnol en Europe chez les hommes au basket, je dirais même que finalement l'Océanie a peut-être même plus de résultats que l'Europe entière de manière plus régulière. Et c'est ça qui est bluffant quand on prend en compte tous ces éléments. On a l'impression que l'Océanie c'est vraiment très très loin, et au final on se rend compte que c'est vraiment quelque chose de très 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 développé. Non, mais c'est... On va finir avec cette chronique en parlant de ce que j'appelle leur développement. Donc ce qu'on appelle l'Océanie, là actuellement on a la FIBA qui essaye un petit peu d'internationaliser le basket, comme on a un petit peu la FIFA ou la FIFA, on va vraiment, aujourd'hui on prend une balle, on joue n'importe où. Donc la FIBA est un petit peu dans ce procédé, ils ont eu des soucis même pour la Champions League par exemple en Europe. En Océanie c'est un petit peu pareil, c'est que ils ont des ligues nationales, mais il leur manque pour l'instant une grosse Champions League. Et ils ont mis en place, ils essayent de mettre un programme en place qui s'appelle Hoops for Hills,
Donc c'est un programme de développement du basket qui est en cours, notamment dans des fédérations nationales, notamment beaucoup autour des îles. Et le but, c'est pour eux d'avoir des tournois continentaux avec beaucoup plus que 2 nations, parce que là, finalement, le tournoi, on joue 2 matchs, et pour les nations, on joue 2 matchs et on est à Rio. Donc voilà, le but pour eux, c'est d'avoir des nations plus développées, parce que là, le problème, c'est qu'on a 19 autres nations qui sont pas vraiment en mesure d'avoir des équipes compétitives. J'ai presque envie de dire que je pense que les auditeurs qui nous écoutent pourraient largement être titulaires dans ces équipes-là. Mais après, voilà, la FIBA, je pense qu'il faut que ça se développe, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois fictifs là-bas, et ils avaient créé qu'il y a quelques années des agents de développement du basket là-bas, et finalement, on n'a pas vu les résultats. Donc voilà, on parle beaucoup d'emplois fictifs en Afrique, mais finalement, on a les mêmes soucis là-bas, et voilà, en tout cas, c'est un basket très intéressant, et les auditeurs, ils peuvent voir le peu d'action, notamment sur la chaîne YouTube officielle de FIBA. Voilà, le peu d'action qu'on peut trouver, on a très peu parlé aussi du basket 3 contre 3. Dans le basket 3 contre 3, c'est un peu pareil, c'est un peu comme le reste, c'est qu'ils sont très souvent présents, que ce soit dans les différentes catégories. On voit très souvent des Australiens, voilà, capables de rivaliser et de décrocher des médailles par-ci par-là. Et voilà, c'était un petit peu la très longue présentation qu'on pouvait faire, le dossier qu'on pouvait faire sur le basket en Océanie. C'est que finalement, il tient que sur deux piliers très forts, mais ces 2 piliers finalement sont assez solides, et ils sont capables de nous sortir des joueurs de légende. On en a pas mal. On a Lauren Jackson en handi-basket, et on a notamment aussi voilà quelques joueurs de légende en handi-basket. Donc en tout cas, voilà, c'est un programme qui se développe très très bien. Très bien, ouais. Et je pense que voilà, dans quelques années, ça ira de mieux en mieux. Voilà, c'était une présentation. J'espère que voilà, ça aura pu apporter des éléments aux auditeurs. Et oui, j'avais un dernier truc à dire aussi. C'est que en fait, ça sur la Nouvelle-Zélande, c'est que la Nouvelle-Zélande, là où tu as un petit peu plus de mal à prendre, c'est que donc au basket, on les appelle les Tall Blacks, comparé aux Blacks en rugby. Ce qui est un petit peu dur en Nouvelle-Zélande, notamment pour l'image, c'est que dans tous les sports, quand là-bas ils font le haka en général, c'est pour inspirer la peur aux adversaires. Oui, le haka, le célèbre haka, oui. Voilà, mais en rugby, les All Blacks, ils font le haka pour porter le deuil de leur adversaire, la défaite qu'ils vont infliger aux adversaires, alors que malheureusement au basket, quand ils font le haka, c'est pour porter leur propre deuil. C'est pour, ils font plus pitié qu'aux adversaires, et voilà, c'était. Et ce qui est un peu triste pour le basket, c'est que quand ils font leur haka, ça leur donne de l'énergie pour prendre 20 points au lieu de prendre 40. Donc voilà, c'est le dernier truc pour terminer un petit peu. Non, mais c'est très intéressant. Très très intéressant. Hein. Moi, je suis sûr que de toute façon, moi, j'ai vraiment apprécié cette rubrique. Hein. Je découvre, hein, comme les éditeurs ici présents qui nous écoutent. Donc, c'est très très intéressant à savoir. Hein. Et comme je le dis, à chaque fois qu'on met la clé sur opération sur Radio Hors Basket, ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passe aux 4 coins du monde. Et vraiment avec ta présence, je crois qu'avec ta présence sur les ondes de la radio, sur le parquet de la radio Off tous les vendredis, on va avoir de plus en plus de surprises dans ce sens, hein, Vivien? Exact, mais c'est ça, on est ensemble, et voilà, le basket c'est très très large. J'ai même une pensée pour Sofiane Mekiaoui, c'est un nom de basket français qui nous écoute sûrement en ce moment. Donc voilà, c'est le basket qui est très très large, et c'est vraiment, on peut vraiment, en fait on s'amuse en voyant beaucoup d'actions. C'est pas seulement que LeBron James, ça que LeBron James. Non, mais c'est bien. C'est super, c'est vraiment super. Hein. Vraiment, je ne peux que te donner que mes encouragements pour continuer d'aller dans cette voie de diversifier, de laisser parler ton cœur comme ce soir. Hein. Ça nous a vraiment fait très très plaisir de t'écouter, hein, d'écouter vraiment aller à la découverte de ce basket
en Océanie, hein, donc vraiment pour ceux qui n'en savent pas, hein, qui ne savent pas comment ça se passe là-bas, hein, c'est l'occasion de réécouter le podcast de cette émission, hein, vous en apprendrez un peu plus et ça fait toujours plaisir d'avoir un peu plus d'informations dans ce sens. Donc voilà. Alors ton baptême du feu, ça s'est bien passé, Vivien? Ah bah c'était un excellent rookie game. Voilà, j'ai essayé d'apporter ma percussion et voilà, c'était en tout cas c'était vraiment bien et un grand merci à toi pour la